Bonjour à tous, c'est Christophe Bonnefond de RSE et compagnie. Bienvenue dans Changer les entreprises, changer le monde. Dans ce 9e épisode, Marc-Noël Fauvel, CEO de Skills for All, nous explique pourquoi il a créé son organisme de formation dans le digital learning et comment il aide les demandeurs d'emploi et les salariés à acquérir de nouvelles compétences. Skills for All propose à toutes les personnes souhaitant se former d'obtenir les meilleures certifications reconnues sur le marché dans l'informatique, la gestion de projet ou le management. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et j'accueille Marc-Noël Fauvel. Salut Marc. Bonjour Christophe. Je rappelle, Marc-Noël, tu es le CEO de Skills for All, un organisme de formation spécialisé dans la formation à distance, le e-learning. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous décrire brièvement les services, s'il te plaît ? À l'origine, parce qu'on est en train d'étendre à la fois le catalogue et l'offre de services, on était vraiment complètement concentré sur le digital learning, parce que le e-learning, ça fait référence à des choses de type MOOC, etc. Et nous, on sort de ça, on est sorti de ça dès le départ, c'était vraiment pas notre vocation. Nous, on voulait rendre accessible le plus largement possible, et c'est pour ça qu'on s'appelle Skills for All, des compétences à très très forte valeur, et pour que ça soit accessible à la fois en termes de potentiellement pouvoir se connecter à n'importe quelle heure, accéder à la formation à n'importe quelle heure, et puis réduire les coûts, le digital learning nous est apparu vraiment comme une évidence. Et donc on est centré sur toutes les pratiques qui aident les entreprises et les personnes à devenir plus performantes dans le travail, à soutenir leur propre transformation, alors à la fois la transformation d'entreprise et puis la transformation, notre propre transformation en tant qu'être humain. Parce que tu sais bien et tout le monde sait qu'aujourd'hui la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. On est obligé de en permanence s'adapter, d'être agile, d'être polymorphe, de savoir tout faire. Et ça nécessite de s'appuyer sur des compétences. Et une des questions, c'est mais quelles compétences et comment faire reconnaître ces compétences-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi des certifications internationales. Voilà, très rapidement. Très bien. J'ai vu que tu es spécialisé surtout sur des méthodologies notamment, que ce soit dans l'IT ou dans la gestion, dans le management. Donc est-ce que tu peux détailler certaines méthodologies ? Tout à fait. En fait, nous, on a trois orientations. On a la gestion de projet, parce que ça, c'est un sujet et toutes les entreprises ont de la transformation à mener, ont des choses à construire. Donc là, c'est vraiment dans le build. La gestion de projet, il n'y a pas mieux pour faire ça. Ensuite, il y a l'agilité, parce qu'on a besoin en permanence de se réinventer, de faire des choses différemment, d'être à l'écoute perpétuelle et permanente des clients. Ça, il n'y a pas mieux non plus que les référentiels d'agilité. Et puis ensuite, tout ce qui est transformation au digital, et notamment accompagnement au changement, transformation de l'entreprise. Et ça amène aussi le volet performance organisationnelle et performance opérationnelle. Et donc ça, c'est les trois grandes gammes de produits. Et transversalement, on retrouve effectivement, comme tu dis, le management, parce que pour pouvoir se transformer, évoluer, changer, construire et faire tourner au quotidien, il y a besoin et heureusement de s'appuyer sur des hommes et des femmes. Et ça s'apprend. Hein, on ne naît pas manager, on le devient, on se perfectionne, on perfectionne sa communication, non verbale, interpersonnelle, on apprend à parler avec les gens, à les écouter, on apprend à être meilleur, à motiver, etc. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, même avec tout ce qui est en train de se produire, et ça va être d'autant plus sensible, là on est vraiment dans le cœur de l'action, avec ce fameux épisode là qu'on vient de vivre sur le Covid, qui est quand même quelque chose et qui a fait révéler, remonter à la surface plein de choses. Le fait qu'il y a besoin aujourd'hui, et il y a la possibilité aujourd'hui de se former différemment, on y reviendra très certainement, le besoin et la nécessité aujourd'hui de travailler avec des localisations très différentes, de ne pas avoir besoin forcément de se déplacer. Ça avait aucun sens d'avoir à se déplacer comme ça, simplement pour se retrouver dans un même endroit, alors que souvent on se parle même pas d'un bureau à un autre, parce qu'il n'y a pas de nécessité d'eux. Donc ça veut dire des répercussions sur la façon de travailler, ça veut dire des répercussions sur les modes de management, et ça c'est pas juste rebondir sur l'actualité, c'est il y a besoin de revoir tout ça. Être ensemble dans une même salle, c'est pas manager,
il y a besoin de faire autrement et le confinement et ce travail à distance fait émerger tout ça d'une manière vraiment criante, alors que ce sont des questions qui se posent depuis très très longtemps. Et là, ça devient vraiment criant, ça devient nécessaire, urgent de se poser ce genre de questions-là et d'avoir des réponses sur toutes ces questions. Voilà, donc globalement, effectivement, je suis sur les méthodes. On n'explique pas des outils. On va pas expliquer MS Project, on va pas expliquer tel outil pour gérer des tickets ou pour transformer une entreprise. On va parler de méthodes parce que c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est compliqué, c'est là où ça fait appel principalement à l'humain et bien sûr derrière au management. Très bien. Effectivement, hein, je te rejoins sur tous ces sujets. Je voulais savoir, dans ton panel de clients, quelle est la part, des particuliers, des entreprises pour toi? Alors aujourd'hui, depuis la création en 2017 de Skills for All, on a mis le paquet sur le B2C. Donc à 90%, les chiffres sont pas précis, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. On est sur du B2C, c'est-à-dire on s'adresse à des personnes en direct. Donc c'est pour ça qu'on est présent évidemment sur mon compte formation, sur tous les autres cours. Enfin, on a fait beaucoup de communication. On est sur tous les réseaux sociaux. On essaie de publier un maximum de contenu parce que ce qui nous intéresse évidemment au-delà de former les gens, c'est d'apporter du contenu le plus fréquemment possible, du contenu d'actualité, avec de la réflexion, avec un décodage en fait des meilleures pratiques, des outils méthodologiques qui sont à notre disposition. Et donc principalement, on est en B2C. On a la volonté là, et ça doit faire partie du développement de Skills for All à partir du deuxième semestre 2020. On va commencer à avoir une action vraiment forte sur les entreprises et donc à parler à des DRH, à des responsables de formation, d'entreprises, d'écoles, etc., pour leur amener un peu sur un plateau des méthodes toutes prêtes, internationalement reconnues, qui vont être en mesure de proposer à leurs salariés, à leurs élèves. On travaille déjà avec pas mal d'écoles et d'universités. Et ça va être un plus parce que c'est du e-learning, c'est du digital, c'est sur étagère, c'est tout de suite disponible. On aura la possibilité d'en reparler un tout petit peu plus tard. Donc voilà, 90-10 aujourd'hui, B2C, B2B. D'accord, très bien. Est-ce que tu as plus de demandeurs d'emploi ou de salariés? Alors aujourd'hui, quand j'ai lancé Skills for All, on a décroché un gros appel d'offres avec la région Île-de-France et puis Pôle emploi. Donc on a eu beaucoup de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on s'est recentré aussi sur les salariés, donc d'une manière un petit peu plus large. Et là aujourd'hui, on a 70% salariés, 30% demandeurs d'emploi dans la partie B2C. D'accord. Et là, la démarche, elle est vraiment volontaire dans le sens où mais c'était déjà un petit peu le cas avec les demandeurs d'emploi aussi, hein, ça vient vraiment des individus. C'est les individus qui ont une démarche de formation, une démarche de transformation, qui viennent vers nous, ce qui fait que c'est pas du sortant, c'est vraiment de l'entrant. Et là, comment dire, une tendance forte. Alors peut-être que c'est nous qui bénéficions de ça spécifiquement, mais on sent vraiment une démarche entrante, c'est-à-dire un besoin, une envie d'acquérir des connaissances, d'acquérir des certifications, de faire reconnaître ces connaissances. Et c'est pas, voilà, on nous a dit, il faut qu'on suive une formation en gestion de projet, donc on cherche, on vous a trouvé. Non, non, je veux évoluer. Je sens qu'il y a des pratiques qui existent. On m'a parlé de ça. J'ai entendu parler de cette méthode, etc. Je veux mettre un coup de tampon sur mon expérience opérationnelle. Je veux pouvoir me revendre à l'international. Je veux franchir une autre étape. Je veux changer de métier. Voilà tout ce qu'on entend au quotidien. Et donc, c'est une vraie démarche entrante qui est forte. Effectivement, je vois très bien, surtout avec l'application, CPF qui est sortie donc en novembre, 2019 si je me trompe pas. Mhm. Ça va accélérer justement ce mouvement, individuel, sur le marché de l'emploi et de l'employabilité notamment. Donc ça c'est forcément c'est très bien et ça va, inciter, bah, forcément les gens voilà, à déjà à connaître leur numéro de sécurité sociale par cœur et puis à connaître que tiens, ils ont un montant, de disponible pour se former, pour améliorer leurs compétences, voilà, interpersonnelles, professionnelles et comme tu disais, bah, se reconvertir aussi. Ah oui, oui, non, mais c'est très puissant. Nous, on le voit, parce on travaille avec les OPCO en B2C de manière, enfin, depuis très très longtemps. Et l'arrivée
de cette application, c'est une vraie petite révolution. Enfin, là, ça a été un mouvement de fond extrêmement puissant, auquel on n'était d'ailleurs pas préparé, hein, qu'on se le dise. Donc c'est très puissant, les gens nous trouvent maintenant de manière très simple. C'est très facile pour eux de comparer les offres. Alors je veux pas faire la promotion de l'application, mais là pour le coup que l'État français fait quelque chose de vraiment en rupture par rapport à ce qui se faisait avant, là faut vraiment le mettre en avant parce que c'est extraordinaire. Maintenant, du point de vue de l'utilisateur, c'est très simple de comparer les offres, c'est très facile de rentrer en communication avec des organismes de formation. La plateforme, elle est bien faite, elle est fluide. Donc, si je veux une formation à la gestion de projet, j'ai toute l'offre, je peux la trier par prix, etc., par distance. C'est extrêmement simple. Et du coup, on a une visibilité qui est extraordinaire. Il faut pas oublier non plus que avant, quand on voulait faire un dossier de financement en CPF, c'est-à-dire utiliser son compte et pouvoir suivre une formation, le délai de réponse c'était en gros 2 mois entre le papier, la réponse de l'OPCO, les allers-retours parce qu'on se comprend pas, les dates qui correspondent plus évidemment parce qu'on avait prévu telle date et puis comme l'OPCO répondait en retard ou parfois même en avance, les dates correspondaient plus. Et on est passé de 2 mois à aujourd'hui, nous on sait faire 48 heures. Ah oui. Voilà. Donc, et demain, dans quelques jours, on fera 24 heures parce qu'on est capable de traiter des dossiers extrêmement vite. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Avant, on était dans une démarche de oh là là, ça va être galère. J'ai pas envie de passer par ce truc-là parce que ça va prendre un temps fou. Ah, mais maintenant, je clique sur 3 boutons, je signe tous les documents en ligne et je commence ma formation dans 48 et maintenant après-demain dans 24 heures. C'est complètement révolutionnaire. Ouais, donc il y a une vraie évolution. Ah oui. Et ça, voilà, je me permets vraiment d'en parler avec toi parce que c'est quelque chose qui change déjà la vie de tous nos clients aujourd'hui et qui va la changer encore plus demain quand ce dispositif va être encore plus connu parce qu'aujourd'hui, il reste encore plus de la moitié des salariés en France qui connaissent pas le CPF. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, alors ça c'est notre boulot, et c'est vraiment le boulot des organismes de formation, de faire en sorte que ce dispositif-là il soit plus connu, que les gens ils puissent avoir accès à une vraie information. Parce que là on a de la transparence, mais ça devient encore très compliqué pour quelqu'un qui veut évoluer, de savoir quoi choisir dans cette offre qui est devenue, alors là pour le coup pléthorique, qui est vraiment très très visible. Il va y avoir besoin, voilà, d'orienter les gens, de les aider. Et ça, c'est vraiment le boulot des organismes de formation aujourd'hui, qui ne faisaient pas jusqu'à maintenant. En fait, la plupart des organismes de formation se contentent d'être un offreur de catalogue de formation, mais n'offrent pas de service autour de tout ça. Alors, les gens ont besoin de savoir, oui, je veux évoluer, mais qu'est-ce qu'il me faut pour évoluer? Et puis, vers quoi je veux évoluer? Ça, c'est aussi une autre question. Ouais, donc ils ont besoin d'être guidés, d'être orientés par des spécialistes. Voilà. Et ça, on est spécialiste. Les organismes de formation qui savent pas parler de leur catalogue, c'est un vrai problème. On est spécialiste de l'orientation. On doit être capable de dire, voilà, ça se trouve chez nous, mais ça peut aussi ne pas se trouver chez nous. Mais c'est ce type de compétences-là qu'il vous faut. Donc maintenant, on est là, on sait répondre ou on sait pas répondre. Mais après, vous avez vos cartes en main et vous pouvez choisir l'offre de formation qui vous va bien parce qu'on est capable aussi de vous orienter, de répondre à un certain nombre de questions. Et ça c'est une orientation forte de ce qui se rôle parce que on va adopter, alors je peux pas encore en parler là aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt, mais on va adopter une vraie ligne de conduite où on va proposer de l'orientation, proposer du diagnostic, proposer de l'aide à la décision, parce que c'est de ça aussi dont nos clients ont besoin. La plupart de nos clients sont un petit peu démunis face à leur souhait d'évoluer, de se transformer, et là il y a besoin de répondre urgemment à ce genre de questions-là. Bien sûr, et j'ai vu sur le site notamment que tu as quelques vidéos qui expliquent, les différences entre les différentes certifications, les différentes méthodologies. Donc ça, c'est très bien et on ne le voit pas partout. Oui, c'est une toute première étape. C'est une toute première étape parce qu'on reste encore extrêmement orienté produit. Donc aujourd'hui, ça c'est une toute première étape. Ce qu'on veut, c'est comprendre le besoin, et ça va faire partie de notre baseline. En fait. Comprendre le besoin, comprendre le marché, comprendre l'offre, comprendre l'évolution des entreprises, bref, comprendre notre environnement pour être en mesure de mieux former, de mieux aider, de mieux transformer. Et ça, c'est une brique aujourd'hui qui existe pas vraiment.
Encore une fois, les organismes de formation aujourd'hui se cantonnent à la fourniture d'un catalogue de formation, mais pas d'une vraie orientation. Et ça, il le faut et on va le proposer très rapidement. En tout cas, on va essayer d'entraîner le maximum de gens, hein, des gens qui veulent se reconvertir, voilà, à utiliser, tes services notamment, entre autres, Mmh. et puis à être guidés, le mieux possible. Voilà, nous, à la limite, ça peut paraître bizarre ce que je vais te dire, mais à la limite, après on n'achète pas nos formations, je veux dire, c'est un autre souci. Nous, on s'appelle Skills for All. L'idée, c'est vraiment de rendre disponible au plus grand nombre ces connaissances-là, mais au-delà, c'est aussi d'aider les gens à acquérir ces compétences-là et à faire leur propre diagnostic. C'est un vrai souhait, c'est un tout. On peut pas être juste un vendeur de formation comme on vend des boîtes de petits pois ou des tapis. On a envie d'être plus que ça et ça, c'est pour ça que tu as bien repéré qu'on était intéressé par une démarche RSE et Tout à fait, c'est ce qui m'a plu d'ailleurs, quand je t'ai découvert il y a 2 ans, alors quand j'étais, demandeur d'emploi justement. Mhm. Donc tu avais un partenariat avec Pôle emploi et c'est ce qui m'a plu. C'est à la fois le rapport qualité-prix évidemment. J'ai été agréablement surpris par la qualité, bah, de tes formations, hein. C'est pour ça que j'ai pensé aussi à toi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une part de subjectivité, hein, quand même. Bien sûr, C'est vrai que, ça m'a aussi permis d'évoluer et d'avoir beaucoup d'autres opportunités. Donc ça a été, très, très bénéfique. avec plaisir, plaisir. Ça, c'est très agréable à entendre. c'est qu'on c'est qu'on a bien collaboré. Tout à fait. Je reviens un petit peu, alors sur l'origine de Skills for All. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené, alors je sais que, tu as été, directeur, dans l'opérationnel, hein, dans Mhm. une grande société. Tu as été aussi formateur bien sûr avec des milliers de stagiaires. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené ensuite à créer, Skills for All? Alors en fait, oui, moi j'ai été DSI d'une grande administration pendant 12 ans. Alors j'ai bien vu le côté administration hein, des choses, c'est-à-dire bon, difficulté à faire changer. Alors là, pour le volet transformation, c'est une excellente expérience, hein, l'administration. Ça fait voir toutes les difficultés et tous les bénéfices aussi d'amener une transformation. Hein. Ça devient un exercice vraiment très très intéressant, très enrichissant. Ensuite, j'ai fait effectivement du conseil de la formation où j'ai eu l'occasion de me certifier à la plupart des meilleures pratiques qui sont proposées par Skills for All, même si on est en train d'étendre très largement un catalogue. Et puis ensuite, je suis repassé chez un client final où là, je me suis vraiment occupé de la digitalisation d'un groupe de mutuelles et toujours en s'appuyant sur des pratiques, parce qu'il y a un truc dont j'ai vraiment horreur. Il y a deux trucs dont j'ai horreur. Le premier, c'est de réinventer la roue tous les jours parce que ça, c'est vraiment une perte de temps, c'est inintéressant au possible. Donc, une fois qu'on a des gens qui ont travaillé un sujet, on s'appuie sur ce qu'ils ont fait, parce que voilà, quand vous avez des milliers de praticiens qui gèrent des projets, ça me semble ridicule de vouloir réinventer une méthode de gestion de projet, autant bénéficier de toute cette intelligence. Ça, c'est la première chose, ne pas réinventer la roue tous les jours. Et la deuxième chose, c'est la liberté. Je supporte pas d'être contraint, de pas être libre dans mes choix, dans mes propositions. Et finalement, c'est ces deux choses-là qui m'ont fait à un moment donné créer Skills for All, lorsque je me suis rendu compte que toutes ces connaissances-là étaient à disposition du plus grand nombre et que finalement, elles n'étaient pas si connues que ça. Toutes ces méthodes-là n'étaient pas si connues que ça. Et deuxièmement, que ça offrait de la liberté à mes clients, d'une part, et que ça me permettait d'être libre dans mes choix de constitution de produits, de création, etc. C'est cet ensemble-là qui m'a fait créer ce qu'il faut. D'accord, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, bah, d'où tu es venu pour, créer, une entreprise. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ton parcours. Mhm. Je vais aborder maintenant, alors c'est plus, pour les entreprises qui seraient intéressées, par tes services ou, pour, savoir quel est l'intérêt à utiliser tes services. Est-ce que tu connais, l'impact de Skills for All, donc de tes formations, de tes services sur les entreprises et les collaborateurs? Alors oui, ça c'est tout l'avantage de faire beaucoup de B2C, c'est on a les clients en direct, et donc ils nous font les retours en direct. On n'a pas de filtre entre guillemets, hein, il n'y a pas de rien de péjoratif dans ce que je suis en train de dire, mais quand on passe par les ressources humaines, quand on passe par un département, formation, etc., il y a forcément un niveau intermédiaire qui filtre parfois un peu la communication. Là, on est en direct avec les gens nous disent, bah, oui, voilà, là, maintenant, je vois comment faire ça. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir eu
eu ces outils-là entre les mains plus tôt, parce que la plupart des gens qui viennent, la plupart de nos clients sont des personnes qui sont du terrain, bien entendu, des opérationnels, donc qui ont eu à gérer des soucis, qui ont eu à gérer des projets, qui ont eu à faire face à des difficultés, à des obstacles, ils sont venus voilà, trouver des méthodes pour essayer de faire face à tout ça. Ils se rendent compte qu'il y avait des réponses à leurs problèmes opérationnels dans toutes ces méthodes-là depuis longtemps. Il y a le regret principal qui me remonte en général, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Et on reboucle sur la problématique de l'orientation, de la communication entre ces outils-là, qui est quelque chose de vraiment fondamental. Et puis ensuite, dans l'entreprise, ben, je crois il commence à y avoir un mouvement de fond également dans les entreprises. On a de plus en plus d'entreprises qui nous appellent en disant, voilà, on aimerait certifier nos salariés à la gestion de projet, on aimerait mettre l'agilité en place, ça n'a pas l'air si simple que ça, on aimerait bien revenir aux fondamentaux, aux basiques, etc. Et donc, les entreprises elles-mêmes, maintenant, voient de plus en plus souvent, sont de plus en plus souvent intéressées par ces meilleures pratiques-là. Beaucoup ont entendu parler de Scrum, ont entendu parler de Lean Six Sigma, ça, dans l'industrie depuis des décennies, et commencent à voir ça comme étant un vrai plus pour leurs salariés, et pas comme une façon de les faire partir. Tu sais, il y a beaucoup de DRH, j'ai beaucoup de contacts en entreprise qui me disent, bah oui, mais on va former nos salariés, puis après, ils vont avoir des certifs, ils vont partir, etc. Ça, c'est absolument faux. Quelqu'un qui part, c'est parce que, après avoir été formé, c'est parce qu'il attendait que ça pour partir. C'est pas la formation qui le fait partir, c'est parce qu'il était déjà positionné en tant que sortant. Les entreprises qui forment leurs salariés, au contraire, ils les fidélisent. Enfin, ça, c'est évident. Quel est le salarié qui est reconnu et qui est formé et qui s'en va? Il y en a pas, à moins qu'il y ait un impératif, familial ou quelque chose de ce type-là. Former et certifier ces salariés, c'est au contraire une façon de les reconnaître, c'est au contraire une façon de leur permettre d'évoluer dans l'entreprise et de façon la plus large possible. Tout à fait et c'est vrai que j'ai souvent entendu aussi, ce genre de réflexion, sur la formation, sur le fait que voilà, on va le voir partir, moi on a plutôt vu l'inverse dans la réalité, Mmh. sur le terrain. Absolument, parce qu'il y a une vraie crise de la reconnaissance. Et on est dans des entreprises où la tension est quand même de plus en plus forte, la concurrence est exacerbée. Ça, depuis les années 95, 2000, on le voit. Avant, c'était quand même pas comme ça. On se retrouve en télescopage avec des acteurs qui viennent de l'autre côté de la planète, avec des barrières à l'entrée qui sont de plus en plus faibles, parce que maintenant, monter un business sur Internet, n'importe qui est potentiellement en mesure de le faire. Alors qu'avant, la communication, le montage d'une infrastructure, etc., c'était possible seulement que pour les entreprises d'une certaine taille. Aujourd'hui, étant donné la preuve aussi toi-même, monter un business, être capable de décéner à travers le monde, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Et donc, du coup, on se retrouve aussi localement avec des personnes qui veulent venir de l'autre bout de la planète. Donc, se former et être reconnu, c'est des vraies problématiques aujourd'hui. Comment, étant une entreprise, je peux reconnaître les compétences de mes salariés, je peux les motiver, je peux faire en sorte qu'ils restent, qu'ils soient toujours heureux de travailler, m'apporter, moi, en tant qu'employeur, de la valeur ajoutée, et leur apporter à eux également, en tant que salariés, de la valeur ajoutée. Ça, c'est des vraies questions. Et les formations, la formation, les certifications, tout ça, c'est des vraies réponses à toutes ces problématiques. Tout à fait et j'ai regardé également, les auditeurs pourront vérifier sur le site les notes justement que tu as eues, les résultats. Ils sont très satisfaisants, concernant les cursus, les formateurs aussi et le taux de réussite qui est assez élevé, hein, 85,1 c'est pas mal du tout. Ouais, ouais. Et c'est des vrais avis, hein. Alors, j'en profite pour le dire, parce que il peut y avoir une forme de défiance aussi. On se dit, ils sont gentils, évidemment, qui filtrent. Non, non, non. En fait, à la fin de chaque formation, là, comme tout organisme de formation qui se respecte, on collecte évidemment les feedbacks. Et il y a deux questions qui sont posées à chacun de nos clients et sur lesquelles ils répondent. Et leur réponse est publiée automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine à partir du moment où il a fini sa formation. Il répond à son feedback et il y a deux questions qui sont publiées, qui sont la notation par rapport à la formation, la notation par rapport au formateur, et quand il a passé sa certification, le taux de réussite. Donc c'est des vrais avis, c'est pas des Pakistanais qui saisissent ça au kilomètre. Le taux de certification, c'est de vrais taux,
Alors après, vous avez des organismes qui disent oui, nous on est à 95, 99. Bon, ça me fait rigoler parce que évidemment, c'est pas possible. Je veux dire, il y a des certifications quand vous passez un PMP ou quand vous passez une Black Belt Six Sigma. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas à 95% de réussite. Hein, vous êtes forcément un petit peu en dessous pour tout un tas de raisons. Donc voilà, c'est un vrai taux de réussite. En tout cas, c'est super et on encourage, j'espère que tu auras, peut-être des nouveaux stagiaires après l'écoute de ce podcast. Avec plaisir. Je vais revenir peut-être sur, alors là, c'est plus personnel, mais c'est pour savoir si tu as un modèle d'inspiration. Ça peut être, voilà, je sais pas, une personne, un personnage imaginaire, quelqu'un dans ton entourage qui a pu t'inspirer ou qui t'inspire encore. Ah, ça, c'est une question qui aurait nécessité un petit peu de préparation. Parce que effectivement, c'est plein de personnes. Bon, mon père m'inspire beaucoup dans le sens où il a été voilà à la tête d'une entreprise et qu'il a beaucoup participé aussi à la vie de la ville où on habitait. Donc il avait une vie locale assez fortement impliquée. Il était toujours un petit peu dans l'ombre, pas sur le premier plan, mais il œuvrait pour que les gens aient une meilleure qualité de vie. Voilà, etc. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Je, j'ai aussi beaucoup d'admiration et de respect pour les personnes qui donnent avant de recevoir, parce que je pense que c'est la bonne façon de faire. C'est-à-dire, d'abord, je mets à disposition du contenu, je mets à disposition du savoir, une expérience, parce que ça a de la valeur, le fait d'être passé par tout un tas d'étapes dans sa vie et de le partager. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu sur cette terre et qu'on avance en âge. Et voilà, toutes les personnes qui ont cette dynamique-là, j'aurais du mal à donner un nom en particulier, mais les personnes qui sont dans cette dynamique-là de partage, de faire gagner du temps aux autres, de faciliter le choix des autres par justement notre vécu, par les erreurs qu'on a fait, et inciter les autres à pas faire les mêmes choses, tout ça me parle. Et du coup, toutes les personnes qui sont dans cette mouvance-là, je suis très respectueux et elles m'inspirent. Ouais, ça m'inspire également puisque je sais que le partage, c'est le pouvoir, hein, donc voilà, Mmh. c'est quelque chose de très important et ça apporte en retour énormément de choses. Oui, et puis après, il y a tout un tas de choses qui tournent autour de ça. Ça me fait penser à Google avec toutes les AdWords et tous ces trucs-là, tout ce qui a amené à payer des choses pour être visible. On en revient, et je pense que c'est encore une fois une bonne chose, on revient au contenu, on revient aux personnes qui ont des choses à dire, qui parlent, qui apportent. Et ça, c'est vraiment bien. Et même après être passé par ces étapes où Google a tout trusté, où Facebook a tout trusté, etc. Tout le monde revient. Je pense que c'est aussi un mouvement de fond au contenu, aux valeurs, et peut-être que ces étapes-là ont été nécessaires pour qu'on se recentre sur les choses qui sont importantes. Peut-être que l'étape du Covid aussi, au-delà du drame sanitaire évidemment, mais nous oblige à nous reposer des questions de voilà, c'est quoi le travail, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de faire, où est-ce qu'il faudrait que je me dirige, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse comme erreur parce que ça ne correspond pas à ma personnalité. Tout ça, c'est des questions vraiment de fond, et je pense que ces questionnements-là sont exacerbés par une société qui va à toute vitesse, qui est dans l'agitation. On parle beaucoup d'agilité, mais je sens surtout de l'agitation. Et il y a besoin que des personnes qui ont un petit peu de recul, qui ont un peu de vécu, qui ont un petit peu les cheveux blancs, partagent tout ça et aident les autres à faire leur choix en connaissance de cause, avec leur spécificité, avec leur personnalité. Et c'est là-dedans que j'ai envie vraiment d'emmener cette histoire. Ouais, tout à fait, on a tous besoin, de sens, hein, donner un sens à son travail, à et dans sa vie en général. Donc je comprends tout à fait, ton inspiration. Je reviens juste, sur l'équipe. Alors, tu es CEO donc de Skills for All. Est-ce que tu as démarré, seul ou est-ce que tu travailles aussi avec d'autres personnes ou as-tu des associés? Alors en 2017 et jusqu'à 2019, oui, j'étais absolument seul. Alors, mais j'avais bon quelques petits atouts, voilà, corde à mon arc. J'ai été DSI, donc le système d'information, ça va. Comme au début, il a fallu tout monter, donc faire, quand j'étais dans l'administration, faire un petit peu de code, mettre les mains sur un serveur Linux, etc. Tout ça m'a jamais fait peur. Donc
j'étais en mesure de créer tout ça. Comme j'ai été formateur, animer des sessions de formation, c'était pas un problème. Comme j'aime bien, j'ai une tendance à l'introspection et à travailler parfois un peu seul, tourner des vidéos dans un studio tout seul, ça ne m'a pas posé beaucoup de problèmes. Tout ça pour dire que lancer Skills for All, ça, oui, je l'ai fait tout seul. À un moment donné, évidemment, c'est plus possible parce que quand les clients commencent à arriver et puis commencent à être nombreux, il faut s'entourer. Et puis, à un moment donné, quand on tourne tout seul dans sa cage, évidemment, on est plus productif, on est plus inventif, on est plus innovant. Et ça, faut que l'exercice s'arrête aussi très rapidement. Donc, à partir de 2019, j'ai commencé à embaucher. Donc là, aujourd'hui, on est 5. J'ai 4 salariés. Et ça devrait, voilà, bien continuer à bien grossir pour toutes les raisons qu'on a commencé à dire. On se dit souvent, voilà, faut pas commencer seul, ou bien il y a des choses qui sont pas accessibles quand on est petit, ou ce genre de choses là. Il y a des tas de choses qui sont fausses et qu'il faut pas écouter. En fait, je crois qu'il faut écouter. Peut-être que ça fera partie des questions que tu poseras plus tard, mais faut s'écouter soi. Faut se dire, j'ai envie de le faire, je vais le faire, parce que la vie c'est quand même court. Et ça, c'est la crise de la cinquantaine. Je suis voilà, j'en sors, mais ça a été assez violent. C'est court une vie. Il faut à un moment donné qu'on se dise, moi j'ai toujours eu envie de faire ça, j'ai toujours eu envie de monter une entreprise et je l'ai jamais fait pour tout un tas de raisons. Et là, il y a un contexte et une envie qui était trop forte et du coup je me suis lancé. Et on m'a dit, mais oh là là, le learning, on sait ce que c'est, ça marche pas. Oh là là, tu veux être certifié ISO 9000, mais non, ça c'est pour les grandes entreprises. Oh là là, tu vas vouloir monter un organisme de formation, pourquoi tu travailles pas avec des organismes existants? Oh là là, tu te lances dans le... Bon, bref, j'ai pas arrêté de m'entendre des oh là là. Et à un moment donné, j'en ai eu assez, je me suis dit, je le fais quand même, et puis on verra bien. Aller chercher une certification de 9000 alors qu'on est un dans l'entreprise, c'est possible. Aller se faire certifier Calliope alors qu'on est 3, c'est possible. Aller répondre à des appels d'offres de grandes entreprises alors qu'on a une année d'existence, c'est possible. Répondre à un appel à projet, régional, voire national, alors qu'on vient juste de créer l'entreprise, c'est possible. En fait, il faut, il faut écouter personne. Il faut écouter son envie. Et puis y aller. Et puis c'est rare que en bossant, on soit dans l'échec. C'est rare qu'en bossant, on soit dans l'échec. On est dans l'échec quand on fait pas ce qu'on a envie de faire, quand on travaille pas suffisamment. Ça, faut pas se voiler. Hein. Monter une entreprise, c'est pas je fais ça tranquillou et puis on va voir ce que ça donne. Lancer une entreprise, c'est y aller. Mais ça, les gens qui réussissent sont rarement des gens qui ne font rien quand on regarde bien l'expérience entrepreneuriale. Mais il faut surtout s'écouter, écouter son envie, et puis foncer à un moment donné. Ah oui, tout à fait, et je te rejoins complètement. C'est aussi ma façon de voir l'entrepreneuriat. Être petit, n'empêche pas de voir grand. Absolument. Et aujourd'hui, on a la chance, enfin on a une kyrielle de chance. On a la chance d'être dans un pays qui soutient quand même globalement l'innovation. Il y a, depuis quelques années, là ça fait 10 ans que tous les gouvernements successifs ont enfin compris qu'il y avait besoin de mettre de l'argent là-dedans. Il suffit d'aller à la station F, d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, dans des think tanks, etc., pour voir l'effervescence qu'il y a absolument partout en France, l'effervescence de création, l'effervescence de répondre à tous les besoins possibles et imaginables, l'effervescence de financement, de compétences, etc. On n'a jamais connu ça à ce niveau-là. Donc on est dans un pays qui permet quand même ça. On n'est pas les seuls, bien entendu, hein. Mais dans ce pays, non seulement on permet ça, mais on est quand même assez sécurisant, avec le chômage, avec tout un tas de dispositifs d'assurance qui le permettent. On est dans un pays où on est extrêmement bien éduqué. On est dans un pays où on a accès à la connaissance facilement, où on a des infrastructures informatiques, de financement, etc., qui sont quand même établies depuis des dizaines d'années. On est dans un environnement qui est ultra favorable. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas l'énergie qu'il faut pour que ça marche. Ça ne dépend que de nous. Et ça, c'est une chose que les jeunes générations, je pense, ont vraiment bien compris. Et autant quand on commence à être en contact avec les aides, etc., on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que cette population-là. Autant on se dit avec le recul, mais finalement, il se pose des questions qu'on aurait tous dû se poser depuis longtemps. Hein.
Alors, pourquoi est-ce que je bosse? C'est quoi mes vrais objectifs? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, on se pose les mêmes questions dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, je veux simplement dire que on est dans un environnement ultra favorable. Il y a juste à y aller, à pas trop ménager ses efforts, surtout même à pas les ménager du tout. Et franchement, ça ne peut que marcher. Ouais, tout à fait et c'est vrai que c'est super, on a un environnement qui est vraiment, comme tu le disais, favorable et avec plein d'outils, plein de moyens, donc il y a juste à avoir, la motivation de départ, hein. La première marche, hein, c'est toujours la première marche la plus dure. Ouais. Et même, tu vois, la première marche à monter, c'est presque, c'est la décision d'y aller. En fait, la décision d'y aller, c'est effectivement la plus difficile parce que sinon on est salarié dans une grande entreprise. Je pense que c'est un peu là, c'est un peu comme un autre. Bah, c'est vrai que monter sa boîte, c'est prendre un risque à un moment donné. Mais il y a les ruptures conventionnelles, il y a le chômage quand même derrière, il y a le fait qu'on a accès à des outils maintenant qui, qui ne coûtent plus rien. Je veux dire, une messagerie, ça coûte plus rien. De la webconférence, t'es bien passé pour le savoir, ça coûte plus rien. Des documents partagés, le stockage, tout ça maintenant est à disposition. Donc, quasiment gratuitement ou presque. Donc on n'a plus de problématique d'outils, on n'a plus de problématique d'accès à la connaissance, on n'a plus de problématique d'accès au marché. Il y a juste besoin de se prendre par la main, de se bouger et puis d'y aller. Voilà, c'est juste cette décision-là qui coûte un petit Tout à fait, en tout cas, on va essayer d'entraider le plus de gens possible à entreprendre et quand je dis entreprendre, c'est vraiment au sens large. C'est dans leur vie, peu. Oui, à entreprendre, même en étant salarié, dans une entreprise, on peut entreprendre. C'est un état d'esprit, en fait. absolument. C'est même presque, tu as raison, c'est prendre sa vie en main. Tout à fait. C'est ça le truc. Je vais revenir plus sur Skills for All. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose, à mettre en avant. Est-ce que tu es particulièrement fier au sein de ton organisation d'un événement ou de personnes peut-être, hein, que tu souhaites féliciter? Alors, toute entreprise, c'est une affaire d'équipe, hein, c'est sûr. Hein. Là, je suis très heureux d'être entouré des personnes qui m'entourent aujourd'hui, que ce soit à l'administration, que ce soit au content management, au développement, etc. Je suis très très heureux de travailler avec l'équipe actuelle. Ça, c'est une des libertés du chef d'entreprise, c'est de pouvoir recruter qui il veut. Ça, c'est quand même extraordinaire aussi. Et en fait, ça va peut-être te paraître un peu bêta, mais moi, je suis heureux tous les jours en fait, parce que je fais mes choix d'investissement, je fais mes choix de recrutement, je fais mes choix je prends mes risques aussi, hein, bien entendu, mais quelle liberté, quel sentiment de voilà, de plénitude, je suis passé de salarié frustré à patron épanoui, si tu vois. Oui. Mais tu as raison, c'est pas qu'une histoire d'entrepreneuriat. On peut être très épanoui en étant salarié, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en prenant sa vie en main, en essayant de faire le plus possible ses choix, en choisissant son employeur, ça c'est vraiment extrêmement important aussi, parce que voilà, c'est une culture, c'est une ambiance, on travaille avec des gens, on travaille, je suis désolé, on travaille pas pour une entreprise, on travaille pour des gens. À un moment donné, il faut se dire, mais pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que les valeurs qui sont véhiculées par cette organisation-là me conviennent? Et si elles me conviennent pas, j'en change. Et puis, tant pis pour cette organisation. Ouais, tout à fait. Bah, j'ai connu ça aussi personnellement, hein, lorsque je travaillais, pour un grand groupe, hein, donc j'ai travaillé sur moi-même, hein, j'ai beaucoup réfléchi et puis, cet état d'esprit, d'entrepreneur amateur m'a permis aussi de faire des choses, on va dire sortir du cadre et d'acquérir d'autres compétences qui m'ont servi par la suite. C'est pas l'éloge de l'entrepreneuriat, c'est l'éloge de la prise en main de sa vie. Et à un moment donné, ça c'est très français aussi, de se plaindre, de pas être content de ce qu'on a, de machin, etc. C'est très français. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore sur, voilà, ça va pas, je râle, mais je ne bouge pas. Et râler, c'est très confortable en fait. Mais le souci, c'est qu'on pourrit sa vie en faisant ça. On est tout le temps en train de regretter quelque chose qu'on n'a pas, plutôt que se poser la question de ce qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est un autre état d'esprit. Il y a des pays dans lesquels cet état d'esprit est plus ancré. Je pense que c'est en train d'arriver en France, notamment par aussi les jeunes générations. Et c'est pour ça que je fais un peu cet éloge de la prise en main de sa vie, parce que ça n'est qu'une décision perso. Aujourd'hui, tout est à disposition.
tout est possible. Et même cette crise terrible du Covid, en fait, va ouvrir des milliers d'opportunités de travailler autrement, d'acquérir des compétences différentes, de choisir, de faire ses choix de vie propres, de se recentrer probablement aussi sur les choses les plus importantes. Tout ça, on peut en tirer des bonnes choses. Et évidemment, on parle pas des personnes décédées, malades, etc. On est sur autre chose. On est sur le rebond et tirer tout ça en opportunité. Parce que tout peut être tiré en opportunité. Et c'est pas juste une histoire d'être béatement positif, ce genre de choses-là. En fait, la vie n'est faite que d'opportunités. Et si on n'est pas bien là où on est, c'est qu'on a laissé passer des opportunités. Aujourd'hui, c'est, tout est à notre portée. En fait, c'est ça que j'essaie de dire, peut-être un peu maladroitement, mais tout est à notre portée. L'entrepreneuriat, le salariat, heureux, etc. Tout est possible. Je reviens un petit peu sur l'actualité. L'année 2020 a commencé avec le fameux coronavirus, donc le Covid-19, pour ne pas le nommer. Est-ce que ça t'a amené des changements au niveau de ton entreprise? Est-ce que tu as eu d'ailleurs plus de stagiaires? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Alors, moi, dès le départ, il fallait pas être devin pour bien sentir que les modes de fonctionnement et de travail allaient changer. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de vivre un petit peu forcé, contraint avec des conséquences désastreuses que ça a, en fait, ça ne fait que révéler, comment dire, des modes de travail et oui, des façons de travailler qui étaient déjà obsolètes. En fait. Et alors moi, dès le départ, ce qui se rôle quand j'ai commencé à recruter une personne qui avait aidé à l'administratif et prendre en charge la relation client, je l'ai tout de suite demandé comme étant en télétravail, parce que je cherchais quelqu'un qui soit mobilisable de n'importe où. Je savais pas déjà à l'origine si ça allait prendre peu, beaucoup ou énormément ou à la folie. Donc j'avais besoin d'une flexibilité en termes de locaux, etc. Donc le télétravail à l'origine, si tu veux, c'était une orientation toute naturelle. Le fait que on n'impose pas aux gens de se déplacer tous les jours pour aller sur un lieu de travail, ça me paraissait naturel. Ça s'est complètement renforcé, évidemment. En termes de business, on est très heureux de ce qui se passe en ce moment, parce que là, il y a une prise de conscience puissante, en fait, hein, voilà, je peux me former, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de travailler, je vais très certainement changer mes choix personnels de business, et donc il faut que j'acquière des compétences, il faut que je les acquière maintenant, donc exit toutes les solutions qui consistaient à dire j'ai une session de formation en juillet alors qu'on est en avril, donc je m'inscris à cette session, tout ça c'est fini. Exit les déplacements obligatoires. Maintenant, les gens comprennent, savent, ont expérimenté des modes de fonctionnement de formation alternative, d'acquisition de connaissances alternatives parce qu'il n'y a pas de formation. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui est enclenché enfin, alors que toutes les choses étaient déjà possibles depuis des années, mais on avait besoin, me semble-t-il, d'un événement déclencheur pour se dire, bon, ça y est, maintenant on y est passé, on a tâté à ce truc-là, ça s'est bien passé, finalement, c'est même encore carrément mieux parce que j'ai plus de trajet, il y a moins de pollution, je m'occupe mieux de mes enfants. Je me suis rendu compte que j'étais aussi productive, voire peut-être mieux, encore plus productive. J'ai pas perdu le contact avec mes potes de boulot. Je peux choisir de les voir à n'importe quel moment en visio ou n'importe quoi. J'ai pas perdu en efficacité, en performance. Donc pourquoi est-ce que demain je travaillerai pas aussi différemment? Pour répondre à ta question, ça a changé des petites choses dans ce qui se rôle, mais c'était déjà, je voyais déjà arriver, et j'espérais que ça arrive. Et du coup, là, ça a été exaucé. Donc, ça n'a pas été révolutionnaire en termes d'organisation. Par contre, il y a eu un mouvement de fond absolument, enfin, puissant, très très puissant, et qui fait que, voilà, on a pu bénéficier de tout ça avec grand plaisir. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est à permettre aux clients, aux gens, aux salariés, à tout le monde de se rendre compte que ces modes de formation-là fonctionnent très bien, d'y avoir tâté et de se dire, je le fais une fois, je peux le faire deux, puis peut-être trois et quatre, puis je peux peut-être en parler autour de moi, et puis etc., etc. Et ça, c'est vraiment l'effet qu'on espère sur le plus long terme, parce que c'est vraiment celui qu'on souhaitait. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que on a eu cet effet-là, on a eu l'effet mon compte formation, que c'est au moment où on a vraiment ouvert notre catalogue qui est arrivé l'application de mon compte formation,
avec tous les efforts qui ont été faits autour en termes de fluidité du parcours, etc. Je rouvre une parenthèse au-delà de ce que je vous ai dit, de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le parcours client, mais du point de vue de l'organisme de formation, avant, pour être payé en tant qu'organisme de formation, de sessions de formation qui avaient eu lieu, il fallait, enfin moi j'avais des délais de 60 à 200 jours à peu près. Voilà, aujourd'hui, mon compte formation, il nous paye à 4 jours, 8 jours. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, on peut dire ce qu'on veut hein, sur cette application-là. On peut se dire ce qu'on veut sur le gouvernement, etc. Et moi, je suis pas en train de faire de politique là, mais là, on a un outil qui est à disposition de tout le monde, qui est révolutionnaire. Alors évidemment, il y a plein d'organismes de formation qui s'en embêtent beaucoup, parce que les coûts étant clairement affichés, les dates de session devant être clairement affichées, les contenus devant être clairement affichés, etc., etc. Et demain, les avis clients devant être clairement affichés avec Calliope, il y a un certain nombre d'organismes qui font un peu la tête. Mais là, on est, voilà, tant pis pour eux. C'est orientation client first. C'est voilà ce que je vous propose, c'est clair, c'est transparent, c'est ce qui va être livré. Si on est bon, ça va se savoir. Si on n'est pas bon, ça va se savoir de la même façon. Donc, eh ben voilà, à nous de faire notre boulot. Ah oui, en plus, je pense que cette application, elle n'existe pas dans tous les autres pays, il me semble, hein. C'est vraiment Et unique, non, en France. oui, Donc il faut en profiter et on encourage oui, tous les auditeurs, qui ne l'ont pas encore fait à se connecter et à télécharger plutôt l'application et à se connecter pour savoir combien vous avez droit en euros. absolument. En euros, avant c'était en heures, maintenant c'est en euros et vous allez être surpris. Oui, et ça c'est une très bonne chose ce que tu soulignes. Avant les formations étaient financées sur un nombre d'heures. Donc il y avait un coût horaire ou un taux horaire qui était imposé, et puis en fonction du fait qu'on dépendait de tel OPCA, que vous avez, c'est ce que c'était un OPCA à l'origine, votre entreprise était de la branche, je sais pas pourquoi, d'industrie ou des services, de l'hôtellerie, eh bien votre taux horaire était différent. Quand on était dans l'informatique, vous pouviez faire financer des formations à 80 euros de l'heure. Quand vous êtes dans les services à la personne, dans la restauration, c'était 11 euros de l'heure. Et le cours de formation a dit on va arrêter tout ça parce que ça c'est quand même une source d'inégalité incroyable. On va passer tout en euros. Et puis maintenant ça va être des euros. Et ben ça, alors évidemment qu'il y a plein d'organismes de formation qui ont dit mais vous êtes fous, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va plus personne ne va avoir accès à la formation, etc. Mais absolument pas. Je veux dire, ça a facilité les choses parce que du coup maintenant on sait qui facture quoi, à quel coût, et puis ça a fait émerger enfin des modes de formation alternatifs, bien plus efficaces et bien moins chers, comme le digital learning. Et là, on se rend compte que 15 euros de l'heure, c'est tout à fait acceptable, qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà, il faut juste s'adapter. Et les entreprises qui faisaient du 80 euros de l'heure, oui, d'accord, elles vont souffrir. Et elles ont fait, nous, on est tout à fait heureux de ça. Les choses sont transparentes, les choses sont claires et rendues accessibles. Alors j'ai vu, sur ton site, tu proposes énormément de certifications. Est-ce que tu en as des nouvelles peut-être cette année ou d'autres formations, en digital learning ou peut-être en blended? Parce que je sais que tu m'en avais parlé. Est-ce que tu as prévu ce genre de choses? Oui. Alors cette année, on a ajouté 4 formations différentes hein, de certifiantes au catalogue. On a ajouté Agile PM, qui est une méthode de gestion de projet agile. On a ajouté un parcours pour être certifié DPO, Data Protection Officer. On a ajouté un cursus pour être prince de agile, c'est-à-dire encore une autre méthode de gestion de projet agile qui couple à la fois une gestion de projet classique et puis une livraison itérative et incrémentale. Et puis on va rajouter, là, on est en train de travailler sur un cursus CISSP qui est un cursus de très haut niveau pour se faire certifier à la sécurité des systèmes d'information. On va ajouter des cursus autour de d'ISO 27001 parce que la sécurité, encore une fois, des SI, c'est absolument prégnant. Et puis on est en train de lancer un cursus d'intelligence artificielle certifiant. Alors ça, c'est mon ancien vécu puisque j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle dans les années 95. C'est un vieux vécu qui remonte. Je pense qu'il y a un besoin d'y voir clair sur ces méthodes-là, sur ce qu'on peut vraiment en faire, parce que là, on entend vraiment tout et n'importe quoi sur ce sujet-là. Et donc, on est en train de travailler sur tout ça pour le rendre disponible
avant la fin de l'année. Oui, c'est vrai, j'aborderai pas le sujet parce que je sais que tu es un passionné et qu'on peut en parler des heures. Et donc et moi aussi d'ailleurs ça m'intéresse, et ça intéresse, sûrement, certains auditeurs, l'intelligence artificielle. Heu, Souvent qu'on compare à l'intelligence humaine et Mmh. voilà et je pense qu'il y a beaucoup de choses à effectivement ça pourrait être l'objet d'un autre épisode. Je vais aborder maintenant, si tu veux, ton parcours. Alors c'est juste voilà, on en a parlé un petit peu au début, c'est juste pour savoir un petit peu, alors effectivement le cheminement de DSI à, formateur et peut-être quelques anecdotes en tant que formateur, si tu en as et si tu souhaites partager un petit peu plus, ton parcours. Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, voilà, en tant que DSI, j'avais toujours aussi cherché à ce que mes collaborateurs soient formés aux meilleures pratiques existantes, hein, parce que encore une fois, le souci de réinventer la roue, c'est un souci vraiment prégnant chez moi. Et du coup, au fur et à mesure que je faisais former mes collaborateurs, dans l'équipe, il y avait très très peu de turnover, hein, c'est pour ça que je peux me permettre de dire que de former ses collaborateurs, c'est pas du tout les voir partir, hein, bien au contraire, c'est au contraire les stabiliser. Ben, je me suis rendu compte, je me suis formé aussi et je me suis certifié aussi au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'allais dans les salles de classe à l'époque, la salle de formation, qu'il y avait plein de gens qui ressortaient avec ouah, les yeux écarquillés en disant mais voilà, j'ai des réponses à mes questions. En plus, maintenant, j'ai une ligne supplémentaire sur mon CV, je vais pouvoir revendiquer ça. Ça me permet de me reconnaître. Je suis plus à l'aise avec tout ça. J'ai pu échanger avec d'autres acteurs, avec d'autres personnes de mon groupe. Et du coup, je me fais aussi un petit réseau de professionnels avec lesquels je suis en contact. Bref, j'ai vu tout ça et je me suis rendu compte que c'était vraiment très intéressant, que c'était des compétences à très très forte valeur. Et c'est à partir de ce moment-là où est venue l'idée de devenir formateur et de proposer ce Soro. Et après, en termes d'anecdotes, il y a des choses assez sympas parce que effectivement, parmi mes clients aujourd'hui, parmi mes clients, il y a des gens qui disent oui, alors on a commencé le cursus et puis on s'est demandé ce que c'était que ce truc-là parce que quand même vos formations sont pas chères. Alors on a essayé et puis je me disais que comme c'était pas cher, si c'est nul, c'est pas très, très grave. Et puis à chaque fois ils ressortent en disant mais c'est incroyable, vous arrivez à faire les cursus sont vraiment chouettes, j'ai eu ma certification, je vais en parler autour de moi, etc. Ça fait super plaisir parce que c'est voilà, on a souvent le retour, vos prix sont bizarrement bas. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi le truc? Mais en fait, nous, on est convaincus que on peut avoir un prix super compétitif et avoir de la super qualité. Enfin, on voit ça tous les jours. On est habitué tous les jours dans notre vie quotidienne à avoir des services et des produits à un prix de plus en plus raisonnable. Regardez la téléphonie, regardez les ordinateurs maintenant, ça vaut quasiment plus rien d'avoir un ordinateur et ils sont ultra fiables, ultra performants, etc. Il n'y a plus aucune antinomie entre le prix et la qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pousser. Donc c'est tout ça, si tu veux, qui m'a amené à créer Skills for All et avec une identité qu'on est encore en train de peaufiner. Il y aura quelques petites surprises qui vont arriver d'ici la fin de l'année, assez fortes, une refonte de site, un agrandissement du catalogue, des formations en présentiel sous un mode très très différent qui va continuer à permettre l'appropriation à la fois à distance et à un coût vraiment très très bas. Il y a plein de choses à inventer. En fait, on est à une époque, là, la période qu'on est en train de vivre, on est à une époque où on peut réinventer plein de choses. Et c'est possible. Encore une fois, pardon d'être redondant et répétitif, mais c'est possible, c'est maintenant qu'il va se passer plein de choses. Tout à fait. C'est ici et maintenant comme, comme on dit. Effectivement, mais c'est voilà, le changement, c'est maintenant, il y a beaucoup de choses à faire et Ouais, il faut pas attendre, faut pas attendre. ouais, Je reviens juste sur l'actualité, Marc Noël. Effectivement, bon, on a traversé on traverse encore cette crise sanitaire, économique, et sociale. Heu, Est-ce que tu penses comme moi, bon, là, c'est plus, par rapport à la formation continue, la formation professionnelle, que les entreprises, vont avoir cette prise de conscience, pour mieux former, et former plus souvent leurs collaborateurs, qu'avant cette crise? Est-ce que tu penses il va y avoir un véritable engouement, voilà, pour que les gens, alors passent par leur, responsable de formation, par leur entreprise ou par l'application CPF qui va vraiment, être un accélérateur aussi, hein, de formation, continue?
Oui. Euh, je pense que oui. Je pense que oui parce que là maintenant c'est la même chose pour les services RH. C'est que ils ont expérimenté. Alors en plus on a la chance d'avoir un dispositif, le FNE formation là qui a été mobilisé par le gouvernement aussi pour permettre à des personnes en chômage partiel de se former. On a plein d'entreprises qui nous ont appelés pour mettre en place des formations pour leurs salariés en chômage partiel. Donc elles vont avoir vu que qu'on était réactif. Et là, je parle pas juste de ce qu'il faut. Organisme de formation, on a été réactif, on a été capable de proposer des solutions. Alors en e-learning, évidemment, nous on est natif e-learning, donc on a été capable de répondre extrêmement vite, de commencer des formations même avant l'accord de la directe d'un co. Donc les services de formation ont vu que c'était possible. Ils vont voir les résultats. Là, nos clients sont encore en ligne, donc les résultats sont pas encore arrivés, mais ils vont voir que les gens vont être certifiés, qu'ils vont avoir acquis des compétences, qu'ils vont être plus efficaces. Du coup, ils l'ont fait une fois, ils vont le refaire. Moi, ça me paraît clair. Et puis derrière, cette compétitivité à tout va et cette concurrence à tout va, elle va pas se calmer. Donc, je pense que les entreprises vont prendre conscience de la nécessité et finalement de la facilité à former leurs salariés, à mon avis, d'une manière beaucoup plus prégnante. Et puis, il n'en reste pas moins. Enfin, nous, ça a été toujours mon orientation, et je resterai B2C le plus possible. Il faut travailler tous les aspects du sujet, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes qui viennent, qui sont salariés, qui viennent vers nous en nous disant voilà, moi j'aimerais bien me former, ma DRH est pas au courant, c'est une démarche que je considère perso, etc., etc. Puis au fur et à mesure qu'on discute, j'ai plein de clients qui me disent, bah, finalement, je vais en parler à ma DRH parce que ça pourrait l'intéresser aussi de m'offrir cette formation-là ou de former d'autres personnes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que à la fois, on adresse les responsables formation en B2B, bien sûr, mais on va certainement pas oublier des personnes en direct parce que ce sont d'excellents ambassadeurs de moyens de formation qu'ils auront expérimenté de leur côté et qui vont pouvoir peut-être aussi faire adopter à leur entreprise. Donc il faut attaquer par tous les aspects, par tous les moyens. C'est pour ça que voilà, on fait de gros efforts sur les réseaux sociaux pour livrer des contenus, etc. Parce que c'est un ensemble. C'est pas d'un côté on fait que du B2B ou d'un côté on fait que du B2C. Il faut faire les deux. Parce que c'est une manière de convaincre, d'amener ces connaissances-là au plus grand nombre, encore une fois. Très bien, bah, merci beaucoup pour ce partage, sur l'actualité et sur tes services. Avant de terminer, cet épisode, Marc Noël, est-ce que tu peux, nous dire, voilà, moi je suis un salarié, je suis un collaborateur ou je suis à la recherche d'un emploi, j'ai trouvé Skills for All, comment je fais? Comment je peux te contacter? C'est vraiment ultra simple. Alors, on va déjà par mon compte formation. Je crois qu'il faut vraiment, en tant que salarié, en tant que demandeur d'emploi, en tant que tout ce que vous voulez, il faut absolument avoir le réflexe mon compte formation. Et que ça soit pour nous trouver nous ou d'autres, enfin, peu importe. L'offre de formation là, elle est disponible, elle est accessible, elle est comparable, elle est claire, elle est. On peut pas se passer d'un outil comme ça aujourd'hui. Maintenant qu'il existe, il faut absolument que vous vous connectiez sur mon compte formation, qu'on se connecte sur mon compte formation. Après, ça reste un outil aujourd'hui, et donc il suffit que vous placiez, pour répondre complètement à ta question, il suffit que vous placiez l'offre si vous cherchez une formation Prince 2, PMP, Six Sigma, tout ce que vous voulez, ou Scrum. Il suffit de taper Scrum, PMP, Six Sigma, de classer par ordre de prix, et puis comme par hasard, vous allez nous voir arriver dans les premiers. Ça va pas être très compliqué. Mais après, il y a toute la problématique, et c'est là-dessus qu'on va travailler là dans les mois qui viennent, de je veux évoluer, mais en fait, je sais pas ce qu'il me faut comme formation. Je sais pas ce qu'il me faut comme produit. Là, aujourd'hui, mon compte formation, c'est très orienté produit. Il faut connaître déjà le nom de la formation pour la trouver, bien entendu. Nous, tout ce qu'on va faire là, et ça va être sur notre site skillsforall.com dans les mois à venir, je pense à la rentrée, c'est, voilà, je veux évoluer, et dites-moi ce qui me correspondrait bien. Dites-moi ce que je pourrais faire. Et ça, c'est tout l'enjeu. C'est de dire, voilà, moi, je suis un développeur web aujourd'hui, j'ai 38 ans, maintenant, coder en PHP, j'en ai un peu assez, je voudrais passer à autre chose. J'ai pas envie d'être chef de projet, j'ai envie d'un autre truc, mais je sais pas pourquoi. Ben, c'est ces personnes-là qu'on a envie d'adresser avec une vraie offre. Alors, orientation, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, un vrai accompagnement à la décision, ou en tout cas au choix des possibles. C'est ça qu'on a envie de faire demain pour nous renvoyer vers nous ou vers d'autres, peu importe la limite, hein,
mais de manière au moins à aider les personnes à évoluer professionnellement. Ça, c'est notre vrai enjeu. Donc ça va arriver dans les mois qui viennent. En tout cas, on va aussi l'entraîner, comme je le disais, plutôt le maximum de personnes, salariés, demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle, à te contacter, à pouvoir utiliser tes formations à distance avec tous les avantages que cela procure. Avec grand plaisir. Merci Marc Noël. Merci à toi. Je le rappelle, tu es le CEO de Skills for All, spécialisé donc dans la formation à distance, le digital learning. Je remercie également tous les auditeurs et les collaborateurs des entreprises engagées dans la performance sociale, écologique et économique. Un petit rappel sur le podcast Changer les entreprises, changer le monde, dans le podcast qui vous fera aimer la RSE. Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un acteur RSE comme Skills for All, qui change les entreprises en France à chaque épisode. Le podcast est bien sûr disponible sur toutes les plateformes, YouTube, SoundCloud, Spotify et bien d'autres encore. Et enfin, si vous êtes un acteur RSE, pour participer au podcast, vous pouvez me contacter sur Twitter et Instagram @RSE et compagnie. Merci pour votre écoute. Merci Marc, Noël. Avec grand plaisir, Christophe. Quand tu veux. Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.